Ben, avez-vous des superstitions, ce qu'on peut appeler, voilà, sous cet dénominateur commun qui n'est pas très fiable peut-être, mais quelque chose dans l'approximation de cela? Ou bien avez-vous déjà une expérience, un événement dans votre vie et qui vous soupçonnez d'existence des réalités de superstition alors que vous ne les croyez pas en général? Et vous continuez de ne pas croire, mais comme une petite croûte, ça vous a laissé des séquelles. Cet événement inexplicable, événement, rencontre, une chose tordue, un bon hasard ou un mauvais hasard. Par exemple, si vous évitez quelque chose soigneusement et cette chose-là est juste en face de vous, vous dites non, c'est pas possible ça. Voilà un petit exemple des choses simples de la vie quotidienne. Concernant le destin humain, on n'est pas dans la mesure d'en juger, parce que c'est, selon Aristote, c'est à partir de la fin que vie peut être jugée dans ses imbrications. Moi, je soupçonne, mais j'en parle sans jamais utiliser le mot superstition, parce que je n'en ai pas, je prétends. Mais j'en formalise l'événement sur structure dynamique, polyglotte, polygène, polypoly. Voilà, il y a multiples façons, justement, ce sont des imprévisibles, mais on ne peut pas programmer, on peut les formaliser dès qu'ils sont arrivés, mais quand même, non pas seulement dans la littérature factuelle, mais dans la, disons, théorie de la littérature. Il y a une chose très connue, par exemple, écrivez un conseil littéraire qui vient de la Bible, même de plus ancien. Ils disent qu'on fait de petites histoires cycliques afin qu'il y ait une conséquence comme quoi ce qu'on a semé, on va le recueillir un jour. Voilà, c'est une référence biblique. Lorsque je cherchais les traductions différentes des proverbes, notre proverbe turc qui semble très étranger à cela, mais qui était dans la même famille. Donc, c'était repéré dans les traductions. Notre petit proverbe que je récitais sans avoir à percevoir vraiment l'étendue. C'était ça, en fait. Keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner. Voilà, c'est très amusant. C'est très... parce qu'il y a des mots comme la hanche, la hache, la manche, manchot, la hanche. Donc, ça permet à des jeux de mots, c'est pas érotique, mais enfin un peu obscène, mais qui dit la même chose, c'est-à-dire que si vous attendez alors les conséquences de vos actions, voilà, de manière imprévisible, ces conséquences vous seront retournées. Mais Bible le dit d'une manière très imagée et agriculturelle, culturellement agricole, n'est-ce pas? C'est forcément. Et il faut bien choisir ce message. Moi, j'avais choisi mon message à partir d'une hanche pour couper, pour briser quelque chose, pour cogner. Eh bien, ça manche. La manche de hanche, qui est un instrument à notre service, mais un jour, ça peut tourner mal. Turn, dans la traduction en anglais de ce proverbe biblique,
on utilise beaucoup. Je crois come around, go around, come around. Je cherchais un livre allemand qui ont un certain génie d'interpréter de manière luthérienne le texte textuellement dans la Bible. Là, je n'ai pas très bien analysé, mais je crois qu'ils utilisaient le mot sagen, dire. Il faut faire attention avant de dire quelque chose, ça peut devenir réel, à mon avis, ça peut être un peu comme ça. Voilà une superstition. Et ça peut devenir réel, ce qu'on dit, ou bien ce qu'on écrit, encore pire, ce qui concerne entièrement la littérature, et toute décision prise, en général, peut vous retourner. Au départ, c'était une heureuse rencontre, une jolie jeu ludique, une approximation ou une connivence des choses qui vous fascinent à merveille, mais comme elle a une structure cristalline qui vous fascine comme un objet, comme un totem, voilà, comme une sculpture, une idole qu'il faut tenir en distance. Et à la fois, on est à l'intérieur, on est incorporé, ou bien l'idole nous incorpore, nous interjectons l'idole. Voilà les petites questions matinales très innocentes nous amènent déjà vers Koziata, sur le chemin de jeu de cache-cache, jeu de signes que j'ai joué sur le trajet de Sapanja avec le train il y a 3 ans. Ce grand film inextricable qui traitait ce sujet, jeu de signes, incontrôlable. Je n'arrive pas à contrôler, chaque fois j'en suis victime. Tout ça, ça vient effectivement, et ça va vers Let's Voler de Edgar Allan Poe, que hier on n'en a pas fini, ni deux grands philosophes, au moins Jacques Lacan et Jacques Derrida, deux Jacques, dans leur jacquerie littéraire analytique, ils n'ont pas encore mis dernier mot sur le sujet. Lettre volante, disons, à la manière de tapis volante turc, voilà, pour un peu turcisser la chose, pour rester dans la locale. Donc un tapis, quelle est la différence, la ressemblance entre un tapis volant et une lettre volante, volatile. Voilà une lettre volatilisée déjà sur un tapis volant. Alors ça n'a rien à voir avec superstition. C'est le langage qui nous construit, voilà, structuré comme inconscient. Ça nous permet de nous promener, faire une petite promenade matinale par notre inconscient. Où étais-tu ce matin, chérie? Ben, j'ai fait mon petite promenade dans mon inconscient. Sinon, voir par mon inconscient. Par veut dire que j'ai pris le taxi. Non, je n'ai pas pris le taxi aujourd'hui. J'ai pris mon inconscient. Et tu n'avais pas ton tapis volant, chérie? Non, c'était en pan. Voilà, les choses se passent comme ça dans la famille, à peu près. Un dialogue de sourds et muets, et les aveugles, ce sont des enfants, toujours. Aveugles. Ils voient, ils laissent sous silence. Il y a plusieurs façons de créer donc une atmosphère hallucinatoire de superstition, dont les idéologies sont des exemples éclatants, des nationalismes. Voilà, parce qu'ils sont à peu près tous, d'abord, condition minimale, de la qualité d'objet, objectal, ce que nous appelons objet partiel.
ce n'est pas au départ ou pas toujours personnel, individuel, appartient au psyché du vécu, mais justement c'est pour ça qu'ils sont objets. À la fois dans notre intérieur, ils continuent à leur mouvement, à leur devenir objectal, donc on ne les assimile pas entièrement. C'est pour ça qu'ils restent partiellement objets, partiellement le nôtre digéré. Voilà, comme quand on faisait de cuisine, combien de mesures on va mettre le mien et combien on va ajouter de l'objet additif supplémentaire. Voilà, ce sont des objets de la supplémentarité interne, bien qu'ils sont externes. Et voilà, il faut résoudre tout ça, clarifier plutôt, parce que d'où vient, où ils attendent, parce qu'ils visitent les autres personnes aussi, comme des tapis volants, comme des taxis en fait, ce ne sont pas des trucs privés, on privatise, on les privatise, mais pas entièrement. Ils sont, en général, ils sont assez infidèles, ils se promènent le soir, le matin. Donc ils sont volatiles. Il y a voilà, ce genre de problème mathématique ou algébrique qui tourne toujours autour et à l'intérieur on n'en sort jamais. Une fois construit l'équation, entre deux parties de l'équation il y a une égalité, donc interchangeabilité, substituabilité, transformabilité, déformabilité, il y a un mot psychanalytique encore, substituable, oui, sublimable, remplaçable, tout terme peut être remplacé par une autre dans cette logique algébrique. Remplaçabilité, rien n'est unique, rien n'est unique, rien n'est authentique, et tout se concure pour justement construire ce qu'on appelle l'authenticité d'une personnalité irréductible, différente. Parce que lui, ma femme, elle a plein de superstitions et j'en ai aucune. Si on croirait, voilà la différence entre les personnes. Et comment on peut s'immuniser contre l'objet d'une aucune façon, avec l'esprit critique, analytique. Oui, ça sert après coup, c'est-à-dire qu'après avoir tombé dans les pièges, à mon avis. Et oui, piège, quand on dit piège, je pense l'amour aussi. L'amour aussi, ça devrait être une sorte de superstition. Voilà, il n'y a pas de dénominateur commun, mais il y a quelque chose sans nom qui fonctionne partout. Je suis presque arrivé, donc ça fait 14 minutes que je suis sur le chemin, c'est pas très loin, je cherche où je suis allé, où je suis en train d'aller, la réponse, là, pour trouver ma lettre, volée ou volatilisée hier, dans le noir, dans la journée peut-être, selon mon hypothèse, on va voir si c'est vrai ou non. Je suis sur le chemin de vérification de ma superstition hypothétique. Donc je vais voir si l'objet que j'ai perdu, l'objet démembré qu'on appelait à une époque la vase antique, en couleur verte pastel, que j'ai filmé abondamment, et selon ma superstition, chaque objet filmé par moi doit m'appartenir, doit me retourner dans mon archive photographie, mais en vrac. Voilà, il s'agit de cet objet-là,
il n'y en a qu'un seul, mais c'est comme c'est brisé et démembré, en remembrance, à la mémoire de ma théorie de remembrance. Oui. Mais comme toujours, il y a un autre objet qui l'accompagne, c'est la terre. La terre fertile. C'est apparemment, c'était pour le pot de fleurs, mais métaphoriquement, c'est pour ma tombe. Et quand on dit tombe, il faut penser tout de suite un bâton à l'angle de la tombe forcée, et je l'ai trouvé. De loin en plus, il y a vraiment 10 mètres entre nous, et je le vois sur le terrain vague, ma canne, je l'ai trouvé. Mais l'autre objet, ça devrait être dans la proximité de ma canne, où j'étais campé. Voilà, c'est une journée heureuse pour moi qui commence, parce que mes théories cycliques enfermées sur soi se vérifient, non pas tout seul quand même, je me suis réveillé très tôt, j'ai fait 2 films ce matin, donc j'ai fait des efforts pour venir ici, pour vérifier en chair et en os, en mes théories. Ah, j'ai trouvé les démembrements de la remembrance aussi. C'est dans un sac protégé contre la pluie. Voilà, tout est réglé. Au revoir mes enfants. Un intermédiaire, un homme d'affaires. Okay, and I will directly tell him to shut down all the correspondences with our line. Probably stay open. Okay? Ready? Okay. Thank you for coming. I will keep a close J'ai imaginé tout à l'heure l'aéroport d'Athènes qui s'appelle Héracléon, je crois. À l'époque, il n'y avait qu'un seul. Et les hommes d'affaires qui visitent, les touristes aussi, en fait. C'est bien qu'il y a des noms des aéroports. Je me rappelle d'un aéroport d'Antalya qui était assez sympathique en fait. Ça donnait l'impression que tu peux voler de partout et venir sans trop de problèmes parce que tout est petit, simple et sympathique. On a l'impression qu'on peut s'envoler, s'atterrir facilement. Je n'ai pas... Autant on en voit dans les aéroports, dans les grands aéroports, les dessous, les derrière la scène, en fumant une cigarette, on subit des visions d'atterrissage et de alimentation des avions. Voilà, ça devient banal, quotidien, des choses, non pas quotidien, mais dans la même journée, ils font plusieurs allers-retours et tout. Ça banalise, selon mon époque, effectivement, c'est banalisé beaucoup. Mais moi, je suis toujours réticent. Je préfère un bon voyage en train. Et ça me languisse, langoustre, ça me languit, ça me manque. On n'est pas très loin aujourd'hui, mais il pleut. Voilà, j'ai une idée de prendre. À l'époque, c'est déjà à l'époque, auparavant, c'était facile de prendre un avion et quitter Istanbul, mais maintenant, d'abord il faut quitter Istanbul et prendre le train. C'est doublement difficile. Déjà quitter Istanbul
Mais c'était une occasion. Au milieu de la ville, il y avait une station de train qu'on pourrait s'évader et se disparaître à l'intérieur même de la ville. Et ça, c'est vraiment... C'est devenu un rêve. Si une fois on quitte Istanbul, pourquoi on prendra un tel train pour se déplacer à une autre ville une fois qu'on est en dehors de la ville? On est libre. Voilà ce qui me paraît illogique. Pour les avions, on peut comprendre que ce sont des vastes terrains, les aéroports, il faut d'abord quitter la ville, mais pour le train, je crois que maintenant c'est amélioré. Donc on est encore dans les stations de Çeşme, on peut prendre les grandes lignes. Donc c'était une période de 6-7 ans de construction, renouvellement des lignes. Donc on était obligé d'oublier le train. Ça revient, je crois. Mais le problème, la station principale au bord de la mer, à Kadıköy, donc Haydarpaşa, est coupée de la ligne. Donc, devenu quelque chose, un site archéologique en plus. Parce que les travaux de transformation de cette gare à une autre chose qu'une gare, on ne sait pas quoi, parce qu'on ne nous informe pas, par exprès, pour les spéculations financières et tout. Mais, quand même, les universités, les associations d'archéologie, ils font bien leur travail et ils ont arrêté les travaux parce qu'ils ont entré dans une grande et immense, et on se demande si c'est utile ou non au point de vue pratique, immense fouille archéologique qui s'en terminera jamais. C'est pour suspendre les transformations de la gare, je suppose, parce que je sais qu'en principe, la chose le plus discutée dans le milieu archéologique, c'est, oui, on sait qu'il y a des richesses qui vont nous servir des informations et tout, mais est-ce qu'on est utile aujourd'hui de fouiller? Et ils disent que non. Les prochaines générations, ils vont faire ça mieux que nous. Maintenant, on prend des prélèvements et on fixe les informations pour les recherches ultérieures. Donc, voilà. Si on fouille partout, alors le monde sur la Terre sera invivable. Parce qu'il n'a pas seulement archéologie, mais géologie aussi. Mais si on commence à fouiller pour voir ce qui se passe dans le magma, on sera en plein dedans de magma. Voilà. Et il y a une autre théorie plutôt postmoderne qui se demande si c'est utile ou non de reconstitution des bâtiments ou des ensembles architecturaux historiques en mauvais état. Et se demande pourquoi on le refera en vrac. On pourrait parfaitement on pourrait parfaitement se contenter de prendre leur relevé digitalement et de manière synthétique, analytique et parfaitement archivé, en savoir jusqu'à tous ces détails, et laisser-les dégrader parce qu'ils ont achevé leur mission. Et voilà. Est-ce qu'ils argumentent? Alors, c'est une sophistique. Si l'autre partie dit qu'en fait, pour protéger la richesse intellectuelle perdue, ils disent que non, richesse intellectuelle n'est pas perdue. Richesse intellectuelle, ce n'est pas en pierre ou en métal, mais c'est le concept et savoir-faire.
Et nous l'avons. Vous ne perdrez rien. On peut le démolir. C'est un bon argument postmoderne. Donc, il faut démolir après avoir acquis les idéalités. Très bien. Ça, j'ai lu dans le livre de Thierry de Duve, qui s'appelle Nominalisme dans l'âge, et qui discute Kant avec, non pas Sade, mais avec Duchamp. Très sérieux, théorie qui rend perplexe. Moi, dans les pays comme le nôtre, on ne sait pas encore prélever les idéalités inaliénables et pour toujours. Je trouve que cette idée très idéaliste, platonicien, kantien, progressiste, ça me laisse perplexe. Je ne crois pas que l'idéalité enregistrée dans un support digital va nous servir. C'est même la preuve de leur mort. Double bâtiment ou ensemble architectural démoli, et l'autre, sa richesse idéale, dérobée à nos yeux, sauf ouvert aux spécialistes. C'est ça l'état d'ignorance démocratique se fait ainsi. À notre insu, toute raffinerie pétrolière ou centrale nucléaire et tout, c'est un sommet de réussite de l'humanité, mais dans le domaine des scientifiques qui ne sont pas soucieux de Umwelt, environnement nourrissant les idéalités, donc perception, contemplation, l'art, sentir, variation eidétique, la vie de l'esprit, etc. Là, il contribue à la annihilation de l'humanité en tant qu'humanité au nom de l'idéalité. Voilà, un platonisme allé jusqu'à ses limites devient contre l'homme, contre l'éducation, tout. Au nom de scientificité et au nom d'efficacité productive. Parce qu'il s'agit d'une énergie centrale nucléaire ou raffinerie pétrolière. Ce n'est pas un lieu de spéculation des idéalités, mais en pleine activité des idéalités qui ne parlera plus, qu'ils fonctionnent, ça suffit. Même les scientifiques eux-mêmes, devenus techniciens, ils ne savent pas ce que veut dire une idéalité ou une équation mathématique ou algébrique. Tout à l'heure, dans ces 16 minutes, en marchant vers ici, que j'ai quand même, j'ai fait une illustration donnant à nourriture, à l'intuition sensible, d'une équation algébrique au sens algébrique et au sens lacanien, c'est la même chose. Voilà. Ma réussite, c'est réveiller et rendre sensible, vivant les idéalités. C'est pour ça que j'ai fait cinéma au final. Ça, il ne faut absolument pas oublier que je fais cinéma après Hegel, après la théorie d'aliénation, après le discours de mort de l'esprit, après le discours de non pas le retour des dieux, c'est moi qui l'ai fait, le retour des dieux, mais après retrait des dieux, c'est-à-dire retrait de l'esprit de notre monde, désenchantement du monde. Je ne rajoute pas comme supplément l'enchantement au monde, je montre désenchantement total dans les ruines quotidiennes, dans les décharges publiques, où je me promène forcément entre deux holdings super luxe, il y a une décharge publique. On ne peut pas éviter, on ne peut pas fermer les yeux. Donc, d'un côté, les holdings, les gratte-ciel deviennent invisibles dans leur visibilité, donc impénétrables, et dans leur transparence
unilatérale parce qu'eux, ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Alors qu'il y a une verrerie entre nous deux. Cette architecture panopticon, ça nous écrase doublement. Par leur taille et par leur fonction optique. Là, j'ai vécu ça il y a 2 ans, une Hollande. Je vais dire ça, c'est dans le lieu, dans un parc rosier. Le jardin des rosiers était écrasé parce que c'était trop visible par les... C'était trop visible par les gratte-ciel, qui s'appelle Acacia d'ailleurs. Je les accuse. C'est pas Acacia qui a écrasé mon jardin de rosiers dans lequel, à partir de printemps, je me promenais tout seul et en toute liberté, c'est-à-dire non pas en laisse ni enchaîné, mais en toute liberté. Ça, vous comprenez ma métaphore de cage à loup, cage à chien, ma métaphore de Joseph Beuys s'enfermer. Voilà. C'est pour protester cela. C'est pour protester la disparition d'un mar rosier printanière. Il n'y avait pas que les roses, il y avait arapsachi, c'est-à-dire une herbe jusqu'à ma taille, ça pousse au mois de mai avec les roses qui sont d'un parfum extraordinaire, des déserts arabiques, de amber, etc. J'avais demandé aux dames, alors comment on consomme cette herbe? Ils disent qu'en fait, avec un eau, vous pouvez cuisiner, ça rend un parfum, un arôme extraordinaire. Je l'ai ramassé, je l'ai amené chez moi. Et tout. Mais la saison prochaine, c'était démoli jusqu'à les petites traces. Juste mon rosier et mes herbes arabes. Le reste, c'est encore en décharge publique. Hein. Ça ne dérange pas du reste, en tout cas.